Donc je vous fais une petite vidéo parce que, parce que vous avez été plusieurs à me demander pas mal de choses via vos commentaires et comme d'habitude, dès que vous avez des questions qui me paraissent pertinentes, j'essaie d'y répondre. Donc déjà des nouvelles sur l'état de santé de Rafa. Vous l'avez tous vu, Rafa a déclaré forfait pour le tournoi de Bâle, mais il a confirmé sa présence pour Paris, en tout cas pour l'instant. Je suis désolé, je risque de pas mal tousser, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui, donc je m'en excuse par avance. Je sais que ça peut être un peu désagréable pour vous, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc normalement, donc forfait pour Bâle, ça c'est acté. Il l'a fait via un communiqué en expliquant euh, qu'il écoutait son médecin en Espagne, qui lui avait conseillé de prendre un peu de repos avant de retrouver la compétition. Donc très très bonne nouvelle parce que le tournoi de Bâle n'a pas spécialement d'intérêt pour Rafa, même en termes de points, parce qu'il me semble que Rafa a déjà joué trop d'ATP 500 pour que ça compte. C'est-à-dire que pour que ça compte, il faut que ça remplace les points d'un autre ATP 500. Bref, c'est un peu compliqué, donc c'est une bonne nouvelle. Il n'y a aucun intérêt d'aller à Bâle. À Bâle, la surface est extrêmement rapide, elle est aussi rapide qu'à Shanghai. C'est un tournoi qui est fait pour Roger. Les organisateurs ne s'en sont jamais cachés. Donc voilà, en plus aller rejouer Federer là-bas, prendre le risque d'avoir des matchs très longs parce qu'il va y avoir un tableau assez relevé généralement. Je n'ai pas vu pour cette année, hein. Mais généralement à Bâle, il y a toujours un tableau relevé. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il y avait eu du Rosol, du Gasquet. Il y a eu un tableau assez compliqué. Une finale contre Roger qui avait été très difficile aussi. Donc voilà. Donc un forfait pour Bâle, c'est un peu ce que j'avais annoncé. J'étais quasiment sûr qu'il ferait forfait. S'il n'avait pas fait forfait, ça aurait voulu dire deux choses. Ça aurait pu vouloir dire deux choses. Un, que Rafa est complètement inconscient. Ou deux, qu'il avait rien en finale à Shanghai contre Federer, et dans ce cas-là, qu'il a juste pris une leçon de tennis. On a tous revu les images et Rafa était diminué physiquement. Après, savoir de dire il était à 50%, à 60%, à 80%, euh, c'est pas de la mécanique de précision, donc on peut pas le savoir. Ce qui est évident, c'est que physiquement, il était beaucoup moins bien que la veille contre Silic. Donc voilà, donc forfait à Bâle, bonne nouvelle, ça donne à Rafa 15 jours, euh, même un peu plus parce qu'il va rentrer en liste que le mercredi s'il joue Bercy. Ça va lui donner en gros 18 jours off entre la finale de Shanghai et son premier match à Bercy. Donc déjà, ça lui permet de récupérer du décalage horaire. Je vous rappelle qu'il y a 6 heures de décalage horaire entre Shanghai et l'Europe. Et ce qui se dit généralement, c'est qu'il faut un jour par heure de décalage horaire pour récupérer, à peu près. Donc généralement, quand vous avez 6 heures de décalage horaire, on dit qu'il vous faut une petite semaine pour vous en remettre totalement sur le plan physique. Donc au moins, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi parce que Roger, lui, va le faire. Euh, et je pense que ça va être très difficile pour Roger d'enchaîner Bâle et Bercy. Bâle, Bercy, Shanghai. Ça ferait 3 tournois, 3 semaines de compétition en 4 semaines. Pour lui, à 36 ans, c'est quand même très difficile, surtout qu'il est déjà allé loin. Il est allé au bout à Shanghai. À Bâle, il y a 99% de chances qu'il remporte le titre. Donc voilà. Donc très très bonne nouvelle pour Rafa. Bercy, normalement, il devrait le faire. On verra. Ça sera confirmé de toute manière. Ça sera confirmé d'ici une petite semaine, 10 jours, puisque Rafa va automatiquement confirmer sa présence ou son absence avant le tableau. On sait que Rafa essaye de le faire toujours quand il sait qu'il va faire forfait, de le faire avant le tirage au sort du tableau, pour pas qu'il y ait un déséquilibre dans le tableau. Moi, je pense qu'il y a 99% de chances qu'il y soit. Euh, la raison, elle est simple, c'est que de ce qui a été communiqué et des propos de Francisco Roy, qui est le troisième entraîneur de Rafa, si on peut dire, parce qu'il y a Mouya et Tony avant lui, entre guillemets, dans la hiérarchie. Euh, il a dit que c'est exactement ce qu'il y avait eu à Acapulco. Et à Acapulco, Nadal avait eu une tendinite. C'est pour ça qu'il s'était fait strapper. Et ça s'est arrivé en fin de semaine, alors qu'il n'était pas strappé en début de semaine. Et c'était exactement ce qui s'était passé. Derrière, il était rentré en Europe, il avait pris une semaine off et il avait repris l'entraînement au bout du 10 jours. Si on est exactement sur la même blessure et sur les mêmes temps de récupération, c'est parfait pour Rafa. Ça veut dire 10 jours de repos, ça veut dire une reprise de l'entraînement 5 jours avant son entrée en lice à Bercy. 5 jours d'entraînement avant de jouer Bercy, en ayant 70 matchs dans les jambes, c'est largement suffisant pour être prêt.
Maintenant, pour répondre à ce que vous me disiez, je vais revenir sur l'avantage psychologique supposé de Federer. Que Federer ait un avantage psychologique sur Nadal, ça me paraît impossible, mais vraiment, vraiment impossible. Ça ne peut pas être possible quand il y a 25, 23-15 dans un face-à-face, que ce soit celui qui ait 8 défaites de plus que l'autre, qui ait l'avantage. Ça me paraît impossible. Ça me paraît encore plus impossible que Federer a clairement dit en conférence de presse, et là c'est pas moi, c'est pas mon avis à moi, Anthony, personnellement, c'est Roger qui dit qu'il ne veut plus jouer Rafa sur terre battue, parce qu'il a même dit que s'il avait joué Rafa sur terre battue, il n'aurait pas gagné les 4 matchs qu'il a gagnés cette année. Donc vous avez d'un côté un joueur qui refuse de jouer son adversaire sur une surface, et qui par conséquent rate 3 Masters 1000 plus un Grand Chelem, alors qu'en les jouant aujourd'hui, Roger serait certainement numéro 1 mondial. Et l'autre, celui dont vous me dites qui a perdu l'avantage psychologique, qui accepte de jouer son adversaire en indoor, dans la surface la plus difficile, alors qu'il est diminué physiquement. Euh, Ça tient pas debout. Pour moi, le seul joueur qui a un avantage psychologique sur Rafa, c'est Djokovic. Et de la même manière que Nadal a un avantage psychologique sur Federer qui ne changera jamais, Djokovic a un avantage psychologique sur Rafa qui ne changera jamais. Parce que la raison, elle est très simple. C'est que quelle que soit la surface, si les deux joueurs sont à leur meilleur niveau, donc si Nadal et Federer sont à leur meilleur niveau, c'est Rafa qui gagnera. On l'a vu, Rafa a battu Federer à Wimbledon, il a déjà battu en indoor, il l'a battu sur dur extérieur, il l'a battu évidemment un millier de fois sur terre battue. Et donc, quel que soit le niveau de Federer, si Nadal est à son top, 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 c'est Nadal qui gagnera. Et à l'inverse, dans l'autre rivalité, Djokovic-Nadal, mis à part sur terre battue, parce que là, si les deux joueurs sont à leur meilleur niveau, je pense que Rafa gagne. Sur les autres surfaces, si Djoko et Nadal sont à leur meilleur niveau, sur dur et sur gazon, je ne sais pas trop, on les a pas assez vus, mais sur dur, c'est une certitude, Rafa n'a pas grande chance de gagner. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'avantage psychologique. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que Nadal a un ascendant psychologique qui est moins important qu'avant. Je m'explique. Avant, Federer, il rentrait sur le terrain. À une époque, il y a eu une période où il rentrait sur le terrain en espérant juste ne pas prendre une branlée. Aujourd'hui, il rentre sur le terrain en sachant qu'il peut gagner. Donc l'avantage psychologique de Rafa, aujourd'hui, il est moindre, il est moins important, mais il existe toujours. En tout cas, c'est mon avis et c'est ce que tend à confirmer les propos de Roger en conférence de presse. Je vais revenir sur un de tes commentaires, Constantin. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'avant le Masters, c'est important pour Rafa d'avoir quelques matchs. Après, le commentaire que j'ai fait, c'était peut-être pas tout à fait clair, mais ce que je voulais juste dire, c'est que pour Rafa, c'était peut-être une bonne chose de faire forfait à Bercy au cas où il y aura encore une petite douleur. Parce que clairement, si Rafa arrive diminué au Masters, il n'aura aucune chance. Au Masters, il n'y a pas de premier tour facile, deuxième tour facile, et ça se complique en huitième. Dès le premier match, vous jouez un top player. Donc voilà, donc je pense que là, faire forfait pour balle et jouer à Bercy, faire un quart, une demi ou plus, on ne sait pas, ça va dépendre du tableau, du niveau de l'état physique et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Bercy et au Masters, donc à Londres, Rafa a un vrai coup à jouer. Si vous regardez sur Internet, il y a l'UEFA, non, n'importe quoi, c'est parce que j'ai la Ligue des Champions devant les yeux. L'ATP donne les indices de rapidité des surfaces. Shanghai est le tournoi le plus rapide avec un indice de rapidité à 49. C'est le plus rapide, mais de très très loin. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, Shanghai est à 49, Paris et Londres sont à 31 et 35 ou 34. Le Masters 1000 sur terre battue le plus rapide est à 29 ou 28,5. Donc ça veut dire entre une surface de terre battue, je crois que c'est Rome, non c'est Madrid, pardon. Entre Madrid et Londres, en termes de vitesse de surface, il y a une différence qui est assez petite. Donc ça veut dire que Rafa a vraiment plus de chances de poser son jeu, d'avoir des longs échanges, de se mettre dans des positions de défense et de contre à Londres et à Bercy
qu'il en avait la possibilité à Shanghai. Et on l'a bien vu contre Silic. Contre Silic, dès que Rafa a été moins agressif, il s'est fait débreaker, il s'est retrouvé en difficulté. Je vais revenir sur un autre de tes propos, Constantin, mais je vais nuancer un peu ce que tu dis pour deux raisons. Quand tu dis que t'es un peu agacé, énervé, comme vous l'êtes d'ailleurs tous, des erreurs que fait Rafa dans son calendrier. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment un peu agaçant pour nous les fans. Cette année, pour moi, il fait deux erreurs, Rafa, dans son calendrier. La première, c'est d'aller jouer à Acapulco, d'aller jouer un tournoi sur dur qui sert absolument à rien juste avant la saison de terre battue. Aucun intérêt. Ça lui a donné 300 points, mais ça lui a créé des petits problèmes au genou, donc zéro intérêt. Et le deuxième, c'est la Lever Cup. Par contre, là où il a été plus intelligent que d'habitude, euh, c'est que il n'a pas joué la Coupe Davis. Et je pense, et après là c'est mon avis, qu'à Rome, contre Team, il a un peu laissé filer. Ça c'est que mon avis, il s'est vite rendu compte que pour battre Team, surtout qu'après il y avait Djokovic qui se profilait, il venait de battre Djokovic à Madrid. Je pense que quand il a vu son tableau à Rome, il s'est dit, là c'est que mon opinion, et peut-être que je me plante complètement, mais je pense qu'à Rome, il en a gardé un peu sous le pied en se disant je vais aller là-bas parce que bon, pour faire forfait par rapport aux fans, c'est pas respectueux. Je vais aller là-bas et je vais faire un tournoi voilà, sans me défoncer physiquement parce que dans 15 jours, il y a Roland Garros qui commence. Par contre, là où ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup de tournois que Nadal a gagnés et des grands chelems, dont trois fois Roland Garros, que Nadal a gagné justement parce qu'il a été capable de se mettre en danger physiquement. 2012, la finale contre Djokovic, moi je vois Rafa la veille de la finale, donc le samedi à l'entraînement, j'étais à Roland Garros, je le vois et je l'entends dire au kiné, au physio du tournoi, il fait appeler le physio du tournoi avant son entraînement parce qu'il est à deux doigts d'annuler son entraînement. Et je l'entends dire, je suis juste derrière lui, je l'entends dire au kiné de Roland Garros, euh, les cachets font plus effet, ça va pas bien du tout. Et il était à deux doigts de pas jouer la finale du lendemain. Au final, il la joue, elle se joue sur 2 jours, il la gagne en 4-7, et il va chercher à ce moment-là, c'est son septième Roland Garros. 2013, donc l'année qui suit, Nadal est très très fatigué physiquement, il crampe contre Djoko, euh, il a, pendant le tournoi, il a des traitements pour réhydrater son corps. Physiquement, il a la limite. Il s'arrache, il se met dans le dur complètement physiquement. Il va chercher le huitième Roland Garros. 2014, Rafa, il a des problèmes au genou. Il est vraiment pas bien physiquement. Et c'est l'année où il perd contre contre Kyrgios à Wimbledon. Il décide de faire l'effort, il réussit à aller chercher Roland Garros. Donc déjà, vous voyez, il y a déjà trois Roland Garros qui gagnent justement parce que physiquement, il est capable de se surpasser. Il y a évidemment l'Open d'Australie 2009 qui gagne avec deux matchs héroïques contre Verdasco et contre Federer. Après, là où je suis d'accord avec toi, Constantin, c'est qu'il est un peu agaçant dans son calendrier. Moi, je pense qu'il y a des tournois qui pourraient s'éviter. Acapulco, il lui sert à rien. Franchement, il sert à rien. La saison sur terre battue, malheureusement, il peut rien sauter, mais je pense que s'il faisait sauter Barcelone, ce serait pas une mauvaise idée. Après, fin de saison, Pékin, à mon avis, sert à rien. Bâle sert à rien. Je pense qu'en fait, pour moi, Rafa, il doit se contenter, à partir de l'année prochaine, de jouer les 4 grands chelems, sauf s'il est blessé, de jouer les 9 Masters 1000 et juste de rajouter Barcelone. Parce que c'est en Espagne, c'est son club de tennis. Barcelone, il ne le sautera jamais, à moins qu'il soit vraiment blessé. Après, il doit sauter la Coupe Davis, elle lui sert à rien, il l'a gagné 4 fois. Je veux dire, franchement, qui se dit ah purée, si Rafa gagnait une cinquième Coupe Davis? Franchement, personne. Même lui, je pense que ça le fait pas spécialement rêver. Alors qu'elle ait gagné un deuxième Open d'Australie, un troisième Wimbledon, un quatrième US Open, une onzième fois Roland Garros, ça d'accord. Donc effectivement, sur le planning, moi aussi je suis très surpris de voir que son entourage ne fasse pas plus pression sur lui. Que Rafa, à 26, 27, 28 ans, a décidé de tout jouer parce qu'il se disait que sa carrière était bientôt terminée et qu'il voulait surfer sur la vague de victoires pour aller chercher des titres, ça se comprend totalement. À 31 ans, ça se comprend plus. Après, Nadal fera jamais comme Federer, c'est-à-dire que Nadal peut pas dire tiens, je saute
Indian Wells, Miami pour préparer la saison sur terre battue. Il le fera pas. Federer le fait, c'est un coup de poker. Il se trouve que cette année ça a marché. On verra l'année prochaine. Certainement que Federer va le refaire. On verra si ça marche aussi bien. Euh, Cette année ça a marché à Wimbledon parce que Murray est blessé, Djokovic est blessé, Nadal se fait sortir sur un match un peu une défaite vraiment improbable. Donc ça marche pour Federer. Oui, ça a marché un coup. On va voir par la suite. On verra dès l'année prochaine si ça remarche. Donc voilà. Après, certains me demandent via Twitter, est-ce que Rafa peut gagner Bercy et, euh, et le Masters, ou le Masters, un des deux, les deux, aucun des deux. Euh, Clairement, pour moi, Nadal peut gagner les deux, pour une raison, pour deux raisons. Il y a deux raisons qui me font dire que Rafa peut gagner les deux, et une raison qui me fait en douter. Les deux raisons, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui lui ont fait très très mal en indoor et sur dur qui sont pas là. Stan n'est pas là, c'est un joueur qui l'a déjà battu à Bercy, qui l'a battu à l'Open d'Australie, qui l'a battu plusieurs fois, qui l'avait battu sur terre battue à Rome. Stan n'est pas là, Djokovic n'est pas là, et Murray n'est pas là. Les trois sont pas là, dont surtout, et c'est surtout l'absence de Djokovic qui est une très très bonne nouvelle, entre guillemets pour Rafa. Quand je dis bonne nouvelle, croyez pas que je sois content de la blessure de Djokovic, parce que même si j'aime pas le joueur, c'est pas le cas. Je trouve que le circuit est plus intéressant avec Djokovic que sans. Mais du coup, ces absences-là rééquilibrent tout. Euh, Bercy, et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est entre guillemets un petit deux en un, c'est que les surfaces sont en gros équivalente à ce qu'on a à Indian Wells, qui est le Masters 1000 sur dur que Rafa a le plus gagné. En termes de vitesse, c'est exactement les mêmes. Si vous regardez, vous tapez, vous allez dans Google, vous tapez Google Images, vitesse des surfaces des différents tournois ATP, vous allez trouver la vitesse. Donc on est sur un équivalent d'Indian Wells. Donc se dire qu'en termes de surface, c'est une surface sur laquelle Rafa a déjà gagné et a été capable de gagner. Après, il y a le niveau de jeu de Rafa. Si on prend depuis la deuxième semaine de l'US Open, euh, voilà, Rafa a enchaîné sur les 17 derniers matchs. Sur dur, il en a gagné 16, il en a perdu un. Le seul qu'il a perdu, c'est un contre un joueur exceptionnel, le plus grand de tous les temps en indoor, et de manière générale, Roger Federer, qui a fait un match extraordinaire, parce que même si Rafa était moins bien, le niveau de jeu de Federer était quand même exceptionnel. Il faut quand même être capable de le reconnaître. Euh, donc il a gagné 16 matchs, il en a perdu un en étant diminué physiquement et contre un joueur extraordinaire qui en plus était dans un jour où il était un peu quand même, faut savoir le dire, touché par la grâce. Donc ça veut dire que le niveau de jeu est là. Quels vont être ses adversaires à Bercy au Masters? Federer au Masters, à Bercy on ne sait pas encore. Euh, Mis à part Federer, qui va être à mon avis quoi qu'il arrive très très difficile à battre, même si à mon avis Rafa peut le battre, mais il faudra être dans un grand jour. Il va y avoir Thiem qui est plus du tout en cette fin de saison. Zverev qui a perdu deux matchs qui lui ont fait très très mal face à Rafa. Un match où il a balle de match en 2015 et un match où il mène 2-7 à 1 et où il perd au cinquième set en Australie, avant de prendre une fessée sur terre battue cette année. Euh, donc Thiem qui est pas bien du tout. Zverev qui a psychologiquement pris un gros coup de bambou sur les deux derniers matchs contre Rafa. Silic qui a battu Rafa une seule fois et qui a toujours perdu. Et après, il y aura qui? Je ne sais plus exactement qui c'est qu'il y aura. Qui c'est qu'il y aura je suis en train de vérifier en même temps. Parce que le classement ATP, je ne l'ai plus exactement en tête. Alors. Donc Murray sera pas là. Djokovic sera pas là. Il y aura Dimitrov, qui perd quasiment toujours contre Nadal. Il y aura Dimitrov et il y aura Goffin. Donc il y aura Nadal. Federer, très compliqué à jouer. Silic, que Nadal peut battre. Zverev, que Nadal peut battre. Thiem, que Nadal peut battre. Dimitrov, que Nadal peut battre. Goffin, que Nadal a quasiment toujours battu. Et certainement Carreno Busta. Donc le niveau du Master, je pense qu'il va être, mis à part l'année où Rafa le rate, c'est-à-dire l'année dernière, je pense que c'est un des Masters les plus faibles de l'histoire. En termes de niveau de jeu, parce qu'on a deux joueurs exceptionnels, Nadal et Federer, qui vont être chacun dans une poule, et qui ont de fortes chances de se retrouver qu'en finale. Et pour le reste, vous avez des joueurs, c'est simple, vous enlevez Federer et Nadal, vous avez un grand chelem sur le papier. Marin Cilic. Les autres n'ont jamais gagné un grand chelem.
Donc franchement, oui, il y a un coup à jouer. Après, si Rafa venait à se faire sortir en quart de finale à Bercy ou en demi-finale à Bercy, ça serait pas spécialement une mauvaise nouvelle. Donc voilà, donc je pense que Rafa a un coup à jouer, mais tout passe par l'interrogation que j'ai et la peur que j'ai, c'est l'état physique. Rafa, avant de reprendre l'entraînement, il a 10 jours pour soigner une tendinite, soit elle n'est pas très grave et c'est 48 à 72 heures, soit elle est un peu plus grave et c'est une dizaine de jours. Donc les 10 jours, il les a. L'avantage qu'a un Rafa, c'est que moi, quand j'ai une tendinite, ou vous, n'importe qui, n'importe quel sportif amateur, quand il a une tendinite, votre médecin, il vous envoie à la pharmacie, il vous dit, vous prenez du biprophénide, machin, vous mettez un peu de glace, c'est terminé. Nadal, Federer, Djokovic, n'importe quelle grande star du sport, c'est pas un médecin qu'ils vont voir. Ils ont une armada de médecins, de conseillers, de physio, de kinés, de tout ce que vous voulez. Donc ce qui veut dire que le traitement que va subir Nadal, évidemment, ça va être un traitement beaucoup plus fort que ce que peut subir n'importe quel joueur amateur, et que ça va être suivi de très très près. Donc si Rafa fait les choses correctement, qui soigne correctement, qui prend le repos nécessaire, et qui ne fait pas de folie, c'est-à-dire que s'il sent qu'il faut prendre une semaine de plus et qu'il décide de faire forfait à Bercy, s'il fait les choses correctement, il arrivera dans un état de fraîcheur très intéressant au Masters, avec un niveau de jeu qui est exceptionnel, qui est pour moi l'un de ses meilleurs niveaux de jeu hors terre battue, je voulais dire, de sa carrière, et surtout avec une concurrence qui est beaucoup moins relevée que les autres années. Donc il a tout pour lui, Rafa, il a tout pour lui. Maintenant, la seule chose, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il fasse le con, qu'il se soigne bien, qu'il aille à Bercy ou qu'il n'y aille pas, mais qu'il fasse vraiment les bons choix et surtout qu'il ne prenne pas le risque de se mettre dans le rouge. Parce que s'il est dans le rouge, il n'aura aucune chance. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un coup à jouer pour Rafa. Je pense que Federer va jouer Bâle, pas Bercy. Je pense que Federer il veut gagner Bâle parce que c'est chez lui, il veut gagner le Masters parce que c'est le tournoi, quand même c'est un tournoi très très important. Et donc Rafa doit vraiment juste se concentrer sur bien récupérer, faire le travail nécessaire en termes de travail physique pour arriver en forme à Bercy, en forme au Masters et pour aller chercher des tournois qui lui manquent. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires, ben évidemment vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là on n'aura pas de Rafa pendant 15 jours. Donc si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas. Donc je vous dis à très vite sur le blog. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et puis moi je vais regarder avec des champions tranquilles. Donc je vous souhaite une bonne soirée.